Arabie Saoudite, le président Alassane Ouattara a rencontré la communauté ivoirienne. Il a invité ses compatriotes à participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui enregistre des avancées en matière de préservation des droits humains, message du gouvernement ivoirien à l'occasion du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. « 3419 migrants péris en 2014 en Méditerranée selon l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. Abidjan accueille la 31e Assemblée générale d'Africatype, suivie de la célébration de ses 21 ans ce jeudi. Africatype, c'est l'association des agences d'exécution des travaux d'intérêt public. Pour en parler, le directeur général de l'AGEROUTE est sur notre plateau. Bienvenue à tous. Commençons d'abord par l'un des temps forts de la visite du chef de l'État en Arabie Saoudite. Le président a rencontré ses compatriotes, échange franc, convivial. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de savoir que ses frères et sœurs vivant en Arabie Saoudite sont cités en exemple dans tout le pays. Le président les a encouragés à participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec notre envoyé spécial, Awa Touré. La communauté ivoirienne en Arabie Saoudite est forte de 1500 membres et ces Ivoiriens se sont engagés au cours de cette rencontre d'accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans la mise en œuvre de son ambitieux programme de développement économique et social. En mettant à la disposition de l'État notre savoir-faire et nos expériences acquises dans beaucoup de domaines qui sont des fruits de longues années passées dans le pays d'accueil. Nous adhérons et vous accompagnons dans votre projet de faire de la Côte d'Ivoire un État émergent à l'horizon 2020. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, a pour sa part répondu à certaines préoccupations des Ivoiriens d'Arabie Saoudite. Nous avons entrepris des rencontres dans différents pays, notamment en France, pour montrer les possibilités qu'il existe en matière d'acquisition de logements. Comme vous le savez, l'une des priorités du président de la République, c'est de faire en sorte que chaque Ivoirien ait un toit. Et donc, il y a des modalités pratiques pour l'acquisition. Nous prévoyons d'effectuer une opération ici en Arabie Saoudite, comme celle que nous avons faite à Paris dernièrement, une opération qui a connu un grand succès. Le président de la République Alassane Ouattara a dit sa joie de retrouver et saluer ses compatriotes vivant en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui pour lui est un pays important pour la Côte d'Ivoire. Cette partie du monde est très importante pour la paix dans le monde, pour le soutien au développement. Je suis bien placé pour le savoir parce que quand j'étais à Washington, je sais à quel point les pays du Golfe contribuaient au Fonds monétaire et à la Banque mondiale pour leur permettre d'avoir les financements nécessaires pour aider les pays en développement. Je voudrais vous dire que votre présence ici est importante parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Arabie Saoudite, mais tous ne se comportent pas de la même manière. Et ce que j'apprends, c'est que les Ivoiriens se sont distingués par des comportements vraiment dignes et je voudrais vous féliciter et vous demander de continuer. Nous gardons un excellent souvenir de cette rencontre et je voudrais vous encourager à vous comporter comme vous le faites maintenant et vous dire que nous sommes très fiers de vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu plusieurs présents avant de se voir décerner un diplôme par l'Association des Ivoiriens vivant en Arabie Saoudite. Le diplôme de remerciement et de gratitude pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire en si peu de temps. Et ici à Abidjan, vous allez le voir en image, le Premier ministre a échangé avec le nouvel ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur a exprimé la volonté du Ghana de collaborer avec la Côte d'Ivoire en vue de mieux renforcer la relation bilatérale. Le Premier ministre a également rencontré le délégué pour l'Afrique de la chancelière fédérale auprès du ministère fédéral de la coopération économique et du développement qui est venu voir les possibilités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre qui a également eu une séance de travail avec une délégation d'hommes d'affaires indiens, séance de travail qui a porté sur les opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Sidonie Davila pour plus de détails.
Répondant à l'invitation faite par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lors de sa récente mission en Inde, des hommes d'affaires indiens sont arrivés depuis ce dimanche 7 décembre. La délégation a présenté au cours d'une séance de travail qu'elle a eue avec le Premier ministre et certains membres du gouvernement les opportunités d'affaires que l'Inde pourrait offrir à la Côte d'Ivoire. Vous savez, je suis allé 2 fois en Inde à la demande du président de la République et nous avons effectivement rencontré individuellement un certain nombre d'entreprises et nous avons invité à venir. Depuis lors, il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur le terrain. J'ai regardé d'ailleurs que le rapport de la BCAO concernant l'année 2012 indique que si on prend le flux d'investissement, l'Inde était le premier pays à avoir investi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, hein? Je crois qu'ils ont parlé de 114 millions de dollars d'investissement. Vous voyez déjà. Et avec ces différents voyages, je crois que les choses vont se développer. Il y a, moi je note dans l'édition que nous avons vue le centre Mahatma Gandhi, donc de Grand Bassam, ce qu'on appelle le VITIB ici, sur lesquels donc il va y avoir de nouveaux investissements. L'agriculture, la technologie, l'énergie sont entre autres secteurs dans lesquels ces hommes d'affaires comptent investir. Tous les secteurs ont été couverts. L'agriculture est vraiment à première pointe. C'est le secteur où on a eu beaucoup de propositions de la part des Indiens en termes de culture, en termes de transformation aussi de nos matières premières. Cela est extrêmement important. There have been several concrete discussions. L'ambassadeur dit qu'effectivement il y a eu donc des éléments non concrets qui ont été discutés et qui ont donc avancé, mais qu'en une seule visite on ne peut pas tout régler. Donc à partir du moment où il y a un intérêt sur un certain nombre de projets, les gens donc reviendront. Au cours de son séjour, cette délégation a eu l'occasion de rencontrer plusieurs ministères techniques et des organismes parapublics dont le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CEPICI. Composé de 20 personnes et représentant 13 entreprises, les investisseurs indiens repartent tous satisfaits des différentes entrevues. Ils ont décidé de revenir dans 3 mois pour concrétiser les différents partenariats. Après la primature, cap sur Jacquesville, toujours avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui est allé voir l'état d'avancement des travaux du pont de Jacquesville. Message après visite, la construction du pont de Jacquesville est exécutée à 80%. L'ouvrage sera livré en mars 2015. Sidonie Davila. Entamé effectivement en 2011, reste encore quelques mètres pour relier l'autre rive du pont de Jacquesville. Finalement, l'ouvrage ne sera livré qu'au premier semestre 2015, annonce le Premier ministre à sa 3e visite sur le pont. On nous a indiqué qu'il y a 300 mètres d'accès ici et 300 mètres de l'autre côté. Donc si vous faites l'addition, ça fait donc un peu plus de 1,2 km. C'était un gros ouvrage qui fait quand même plus de 22 milliards et demi. Et nous sommes heureux que tous les problèmes qui existaient aient pu être réglés. Mais je pense qu'il faudrait voir la finalisation définitive, disons qu'en mars. Quant à la gestion du chantier, le point des travaux est le suivant. Au jour d'aujourd'hui, ce pont comporte 48 poutres. 48 poutres, nous avons posé 42. Et avec la cadence que nous avons, qui permet de poser 2 voire 3 poutres par jour, il est évident que les 4 poutres qui restent vont être posées d'ici la fin de la semaine. Et donc nous avons donné l'assurance au Premier ministre que d'ici le 25, on pourra passer d'une berge à une autre sur l'ouvrage. Les populations, elles, nourrissent déjà l'espoir de voir cet édifice influencer positivement la nature de leur ville en amorçant ce pas vers le développement. C'est un ouvrage que les populations de Jacquesville attendent depuis près d'un demi-siècle. C'est pour nous l'assurance aujourd'hui, la route précédant le développement, que nos projets vont voir le jour et seront optimisés en termes de rentabilité. Jacquesville a beaucoup d'attraits touristiques que l'enclavement ne permet pas de voir. Le pont va changer tout le visage de Jacquesville en termes de développement. Un tel ouvrage nécessite un entretien, souligne l'expert. Pour lui assurer donc cet entretien et sécuriser la circulation, 3 postes à péage sont prévus sur cette traversée. Les nombreux chantiers lancés par le président Alassane Ouattara depuis 3 ans attirent les pays africains. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Abidjan accueille la 31e Assemblée générale de Africatype, entendez Association des agences d'exécution des travaux d'intérêt public. Événement qui sera marqué par la célébration des 21 ans d'existence de cette association. 24 heures avant cette fête, nous recevons le directeur général de l'AGEROUTE. Merci, monsieur le directeur général, d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Africatype regroupe combien de pays et qu'est-ce qui a motivé sa création? Écoutez, madame, Africatype regroupe une vingtaine de pays.
Et ce qui a motivé la création d'AfricaTIP, c'est le besoin ressenti par les agences nationales de partager leurs expériences, de travailler ensemble pour le bien, n'est-ce pas, des pays respectifs. La Côte d'Ivoire est membre de cette association depuis quand? La Côte d'Ivoire est membre d'AfricaTIP depuis 2009. Nous sommes pratiquement le dernier pays à avoir adhéré à l'association. Et qu'est-ce qui justifie le choix de la capitale économique pour l'événement? Comme vous l'avez dit, madame, d'entrée de jeu, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en chantier. Beaucoup de pays africains ou même du monde veulent venir voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire et partager avec nous, n'est-ce pas, nos expériences. Et justement, dans le cadre de la 31e Assemblée générale de AfricaTIP, les formations ont commencé depuis lundi. Oui. Et ce jeudi s'ouvrent officiellement les assises qui seront marquées par la célébration des 21 ans de votre association. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Les enjeux, c'est 21 ans, c'est l'âge de la maturité. Et il y a un certain nombre de changements qui interviennent dans le paysage de la maîtrise d'ouvrage publique. Donc AfricaTIP, c'est le moment vraiment choisi par le bureau exécutif et l'Assemblée générale d'AfricaTIP de réfléchir sur le devenir donc, des agences de travaux d'intérêt public et également d'évaluer la contribution des agences au développement de l'Afrique. Combien de participants sont attendus? Écoutez, les délégations des pays membres de l'association représentent à peu près 30 personnes, mais nous sommes rejoints par des partenaires entreprises, partenaires techniques et financiers. Nous serons au total près de 250 personnes. Votre message à l'endroit des participants pour terminer? Le message, c'est de leur souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire et dire aussi que nous sommes prêts à partager nos expériences. D'ailleurs, beaucoup de délégations vont découvrir certains de nos ouvrages, notamment le 3e pont, dès samedi. Merci, monsieur le directeur général, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal. Le conseil municipal de Saint-Fra fait le point de ses réalisations. Bilan jugé satisfaisant. Le maire a profité de la rencontre pour présenter ses priorités pour l'année 2015. Reportage Eman Niamien. 4 projets identifiés comme prioritaires pour l'année 2015 pour le conseil municipal de Saint-Fra. Il s'agit de la réhabilitation des écoles primaires de Koblaté et de Diamadji, de l'extension du réseau électrique au quartier lycée, de l'extension du réseau hydraulique au quartier résidentiel et du démarrage des travaux de la PMI de Saint-Fra. Selon le maire Idrissa Bamba, 85 millions de francs CFA du budget 2015 seront consacrés à la réalisation de ce projet. Le budget 2015 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 281 211 000 francs CFA selon le maire connaît une baisse de 3% par rapport à celui de l'exercice précédent. Faisant le bilan de l'année 2014, les populations ont félicité le maire pour le travail abattu. Entre autres, la réalisation d'un pont à Koblata qui permet de soulager les habitants de ce quartier qui peuvent désormais se rendre dans leur quartier en taxi. La réhabilitation de 2 bâtiments du groupe scolaire L'Allée, la distribution de 100 kits scolaires aux démunis de la commune, la construction d'une nouvelle école primaire au quartier Boldecro, la réhabilitation de la morgue et l'extension du réseau électrique dans certains quartiers et leur adduction en eau potable. Au cours de cette session ordinaire, le conseil municipal a remis 100 tables bancs au groupe scolaire Saint-Fra 2. Droits de l'homme, 365 jours, c'est le thème du 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, 10 décembre, à l'occasion de cette commémoration, le gouvernement ivoirien revisite les avancées de la Côte d'Ivoire en matière de la préservation des droits humains. Ben Touré et Hamza Diaby. Tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Voilà le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par 58 États membres de l'ONU. Ce 10 décembre 2014, jour anniversaire de cette adoption, c'est l'occasion pour chaque pays signataire de regarder dans le rétroviseur et dégrainer ses acquis. Pour la Côte d'Ivoire, ces acquis sont nombreux. De la réforme de la commission électorale indépendante au recrutement d'instituteurs non-voyants en passant par l'entrée des jeunes filles à la gendarmerie nationale, le pays est en phase avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le plan national, la restructuration de la cellule d'enquête et d'instruction en vue de la poursuite des enquêtes et des procédures judiciaires sur les crimes de la crise post-électorale. Le renforcement du cadre juridique et sectoriel en matière de protection des droits de l'enfant,
la promotion de la participation des femmes au processus de prise de décision et de la prévention de toute forme de violence et de discrimination à leur endroit. Malgré tout ce qui a été déjà fait, des actions en faveur de la paix et de la préservation de la dignité humaine seront toujours menées. Le gouvernement ivoirien voudrait réaffirmer son engagement à bâtir un état de droit fondé sur les principes démocratiques et la protection des droits de l'homme tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre ces avancées, notons celles relatives à la promotion et à la protection des défenseurs des droits de l'homme. Un point salué par les organisations œuvrant dans ce domaine. Pour mémoire, l'on doit la Déclaration universelle des droits de l'homme au juriste français René Samuel Cassin, né en octobre 1987 et mort en 1976 à Paris. La direction de l'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires publics a reçu la visite du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, est allé voir l'évolution des activités de cette direction. Thérèse Kofi et Mamadou Kwasi pour plus de détails. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, au siège de la DAPS-COGES, direction d'animation, de promotion et de suivi des comités de gestion des établissements scolaires publics, anciennement SNAPS-COGES, Kandia Camara hier pour s'imprégner du mode de fonctionnement de cette structure. Elle a salué le travail réalisé par cette direction pour l'amélioration de l'image de l'école ivoirienne. La ministre invite la DAPS-COGES à œuvrer davantage pour une école de qualité. C'est ce service-là qui permet à la communauté et à nous-mêmes de nous mettre ensemble pour gérer notre école. La preuve de ces efforts fournis ici, ce sont les différents indicateurs de performance, tant au plan institutionnel qu'opérationnel. Le coordinateur national de la DAPS-COGES a saisi l'occasion pour faire le point des activités déjà menées, des activités qui permettent d'améliorer les conditions de travail des acteurs du système éducatif. Nous avons fait le toilettage des textes. Ces actions ont contribué aux bons résultats, madame, de cette année scolaire 2013-2014, avec pour la première fois en Côte d'Ivoire les résultats salués par toute la communauté éducative. La DAPS-COGES compte aujourd'hui 8000 COGES sur le plan national et elle bénéficie du soutien de plusieurs partenaires dont les structures bancaires et les maisons de communication. Des tables bancs et des prises en charge ont été remis récemment à la direction régionale de l'éducation à Agboville. C'est une initiative du maire d'Agboville dans le cadre des activités socio-culturelles organisées dans la ville. Dogad Dogui et Thérèse Tapeyobwe. Ce sont au total 120 prises en charge qui ont été remises aux élèves de 11 établissements secondaires d'Agboville. L'initiateur du don, le maire Albert Nchoacho, a assuré que ces prises en charge, d'une valeur de 3 millions de francs CFA, ont été attribuées sur des critères scientifiques et rigoureux. Il a demandé aux élèves bénéficiaires de redoubler d'efforts dans le travail afin de conserver ces prises en charge. La municipalité a offert également 80 tables bancs à la direction régionale de l'éducation nationale. Ces tables bancs, selon le sous-préfet Amadou Koulibaly Nao, vont soulager des écoles à Agboville, vu le déficit constaté dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, les besoins étaient estimés à 10 535 tables bancs. Le colonel-major Issa Koulibaly a émis le vœu de voir toute Agboville vivre dans la cohésion, le rassemblement, la paix et l'unité. C'était à l'occasion de la finale du tournoi de football organisé par la municipalité dont il était le parrain. Le CAFOP de Katiola occupe les locaux de l'école primaire publique Bad Gbedeka. L'ancien site ne fonctionnant plus du fait de la crise, cette situation cause d'énormes difficultés d'intégration aux pensionnaires de cette institution. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Kader Sogodogo. Bâti sur une superficie de 12 hectares, le centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Katiola est situé à l'entrée sud de la ville. Cette institution, qui était l'une des fiertés de la cité des Potières, présente un visage pas très reluisant aujourd'hui. Délocalisé pendant 7 ans à Abidjan du fait de la décennie de crise, le CAFOP a regagné sa base territoriale à partir de 2011. Après avoir passé 2 ans au collège Thomas d'Aquin,
Le centre occupe les locaux de l'école primaire publique Bad Agbede-Kaha depuis l'année scolaire 2013-2014. N'étant pas sur leur site originel, les futurs enseignants sont confrontés à des difficultés dont le problème de logement. Puisqu'il n'y a pas d'internat, donc les élèves sont tenus de se loger eux-mêmes en ville. Donc il y a le problème de transport. Dans la ville de Katiola, il n'y a pas de taxi. Le loyer ici, surtout à proximité du CAFOC, vraiment c'est compliqué. Les locataires demandent trop. Pour une chambre, on paye 10 000, 6 000, 7 000. Souvent, on se retrouve à 3 dans les chambres. Les filles ensemble, et puis des garçons aussi ensemble. Et puis filles, garçons aussi ensemble. Toutefois, les pensionnaires ne désespèrent pas. Ils comptent se mettre au travail en vue de suivre les pas de leurs prédécesseurs. Nous devons nous mettre au travail. C'est le travail qui paye. Les responsables éducatifs, quant à eux, placent leur espoir à une réhabilitation du CAFOP en vue d'une amélioration des conditions de travail. Le ministère a retenu que cette année le CAFOP va être réhabilité et très bientôt les travaux vont commencer. Donc nous espérons que d'ici la fin de l'année scolaire, le CAFOP sera prêt à accueillir les stagiaires de l'année scolaire 2015-2016. Le CAFOP de Katiola a vu le jour en novembre 1982. Ce centre pédagogique compte actuellement 233 stagiaires, dont 186 garçons et 47 filles. Dans le domaine de l'agriculture, la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources halieutiques et animales a clos ses travaux. C'était dans la sous-préfecture d'Amanvi, village natal du ministre Kobena Kwasi Adjoumani. 16 acteurs du monde rural ont été faits à hôte de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Une occasion mise à profit par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, pour exhorter la jeunesse au travail de la terre. Léon Bro. Ces acteurs du monde rural fait award de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques au terme des journées nationales de valorisation de ces domaines. Parmi eux, le ministre Adjoumani, meilleur agriculteur et éleveur, Théophile Kwame, meilleur éleveur et Yakouma, meilleur aviculteur. 22 ans après, la ferme de 40% de ce dernier compte plus de 40 000 volailles et emploie une centaine d'ouvriers. J'ai toujours comparé l'agriculture à une course de fond. Je ne regarde pas ceux qui sont devant, mais moi, je fais et le destin s'ensuit. Super Award de JNVA 2014, le président de l'Assemblée nationale, non en sa qualité de parrain, mais parce que Guillaume Soro, qui œuvre pour la promotion du monde paysan, est lui-même un travailleur de la terre. Il a l'expérience que la terre ne trahit pas. C'est pourquoi, s'adressant aux populations d'Amanvi, avant ce dîner gala, le chef du Parlement a exhorté la jeunesse au travail. Si tous ceux-là qui ont eu de grands postes ont des champs, pourquoi au village tu vas dire non, moi je suis un jeune, je dois faire le malin, je ne veux pas avoir champ et puis on va dire que je suis paysan. Chacun doit avoir son champ. Il faut que vous continuiez de faire ce travail pour être le grenier de la Côte d'Ivoire et même de la sous-région. À Amanvi, où le chef du Parlement a été intronisé premier notable du royaume Bron, le donner et le recevoir ont ponctué les échanges, tellement les cadeaux il y en a eu à profusion. Sur le plaidoyer des populations relativement au développement de leur cité, Guillaume Soro s'est engagé à être leur porte-voix auprès du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La direction de zone sud-ouest de l'Office ivoirien des parcs et réserves vient d'organiser à son siège de Soubré un atelier avec l'ensemble des acteurs et partenaires impliqués dans la gestion des parcs. Objectif, dresser le bilan du plan d'opération de l'exercice 2014 du parc national de Taï. Honorine Aingori. Le préfet de la région de la Nawa, Ali Kouadio, qui a présidé l'ouverture de cette cérémonie, s'est réjoui de la tenue de cet atelier qui, selon lui, va non seulement permettre de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités de 2014. Pour lui, cela permettra surtout d'avoir une boussole pour la conduite du plan d'opération de l'exercice 2015. Situant le contexte de cet atelier, le représentant de la Direction générale de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR, le colonel François Diengoran,
directeur technique, a indiqué qu'à l'issue de la mise en œuvre des activités programmées au titre de l'année 2014, il était important pour la direction de zone sud-ouest de faire avec l'ensemble de ses partenaires le bilan des activités réalisées au cours de cet exercice et de procéder à l'élaboration du plan d'opération 2015. Et ce, grâce à l'appui technique et financier de la Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire et la coopération allemande. Les jeunes du Sud Comoé ne veulent plus jouer les seconds rôles. Ils ont décidé de s'organiser pour faire des propositions aux décideurs. L'Union de la jeunesse du Sud Comoé, c'est l'organisation qu'ils ont créée pour contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. On fait le point avec Mamadou Kwasi. Le président de l'Union de la jeunesse régionale du Sud Comoé, UGESCO, s'appelle Tano Aizi. Élu le 23 août dernier, il porte désormais les espoirs de développement des jeunes des départements de Grand Bassam, à Diaké, à Boasso et Tiapoum. Le président de l'UGESCO a réaffirmé au nom de ses camarades les priorités de la jeunesse. Je vais, pour mes 3 ans de mandat, m'appuyer sur l'emploi de la jeunesse. C'est important pour moi. Et puis la cohésion pour la jeunesse du Sud Comoé. Je voudrais lancer un appel pour dire l'union fait la force. Il faut que nous soyons un pour pouvoir défendre la jeunesse que nous sommes. Le préfet des régions par intérim, Lucie Trazier, le maire de la commune d'Aboasso, Mamadou Kano, et le président du conseil régional du Sud Comoé, à Kaolé, se disent en phase avec la volonté des jeunes. Celle de prendre leur place dans le développement du Sud Comoé, une région potentiellement riche qui n'attend que des idées novatrices pour la mettre en valeur. Tano Aizi commence bien son mandat à la tête de l'UGESCO, avec le soutien du conseil régional du Sud Comoé qui a offert 5 millions de francs CFA. L'UGESCO et ses partenaires ont lancé une opération de permis de conduire en faveur des 100 jeunes du Sud Comoé. 30 groupements de femmes des départements de Danané, Toulepleu et Tabou viennent de bénéficier de matériel et d'intrants agricoles d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Cet appui technique est l'œuvre de l'ONG AWECO qui entend ainsi contribuer à l'émergence des femmes rurales. Chantal et Ouma Akanda. Passé les durs moments de crise, les femmes rurales de l'Ouest sont de nouveau au travail. C'est en vue de renforcer leurs capacités que l'ONG AWECO a initié le projet de distribution de matériel et intrants agricoles à 30 groupements de femmes de Danané, Toulepleu et Tabou. Ce sont des kits agricoles composés de bottes, machettes, brouettes, d'abats et bien d'autres qui ont été remis aux femmes rurales. L'objectif général est de renforcer la capacité des femmes victimes de la crise dans des activités génératrices de revenus et en coopérative en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce projet est mis en œuvre grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et le soutien du peuple japonais. Ces femmes désormais sont unies et fortes grâce au renforcement des capacités et à l'encadrement technique dont elles ont bénéficié. Aujourd'hui, elles vont encore bénéficier de kits agricoles. Cet appui technique, d'un coût de 35 millions de francs CFA, vient contribuer à l'autonomisation d'au moins 1350 femmes des départements concernés. Vous pouvez compter sur nous, car notre détermination à mener le combat contre la pauvreté nous impose la rigueur et la prise de conscience, sans lesquelles rien de solide ne peut se bâtir. Les femmes vulnérables, touchées par les crises à l'ouest du pays, sont les cibles de ces actions de développement. Des actions qui vont aider à relever le niveau économique des femmes et engager la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Fraternité Matin célèbre son cinquantenaire. Hier, le quotidien ivoirien a fait une exposition pour retracer le parcours d'Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Témoin de l'événement, Serge Collier. Le quotidien de service public Fraternité Matin célèbre ses noces d'or. Fraternité Matin demeure un journal de service public. Des témoignages avec des pionniers. Le seul quotidien colonial qui était ici, il s'appelait Abidjan Matin. Nous n'avons pas hérité d'Abidjan Matin. Il se trouvait boulevard de Marseille, très loin d'ici. Nous n'avons pas eu une seule ligne d'archives d'Abidjan Matin. Nous avons créé ce journal entre 4000. Je dois m'arrêter sur un moment de grande satisfaction dans cette maison. C'est la création d'Ivoire Soir, le premier quotidien qui paraissait l'après-midi dans toute l'Afrique francophone
et le slogan c'était Ivoire Soir 13h. Si je dois retenir une seule chose, c'est la fête des mères que nous avons organisée le 5 juin 2009 avec Madame Thérèse Foboy, Madame Bagbo, Madame Ouattara et Madame Bédié. Ce jour-là, nous avons fait signer à toutes ces dames la déclaration que nous avons derrière nous, déclaration des dames de cœur, mères de paix. C'était un appel en faveur de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Toutes les entreprises qui naissent n'atteignent pas forcément les 50 ans. Donc c'est le lieu de saluer toutes les personnes, toutes les autorités qui ont eu l'initiative et puis les générations qui ont suivi, qui ont eu le souci de sauvegarder le patrimoine mis en place par les pionniers. Conscient que le service public déborde d'énormes potentialités, Fraternité Matin s'est rapidement mis en phase avec l'ambition du président de la République de construire une administration performante au service de l'intérêt général. Reportage signé Patricia Oumou-Etia. La Méditerranée est devenue la route la plus mortelle du monde en 2014 avec au moins 3419 migrants qui ont perdu la vie en tentant de la traverser en quête d'un avenir meilleur, a annoncé mercredi l'Agence des Nations Unies en charge des réfugiés. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.